Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Alcin, donc chargé de mission expérimentation et innovation à la direction de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales de l'USH. Et je vais revenir, on va vous présenter donc, les étoiles HLM du Lab Habitat. Premièrement, je vais vous expliquer ce que c'est que le Lab Habitat. Le Lab Habitat, c'est une plateforme de retour d'expérience qualifiée et d'innovation, en fait, d'expérimentation. Qu'on a lancé en 2022 à l'Union sociale pour l'habitat. À l'origine, ce projet, il est né vraiment d'un désir des organismes HLM qui nous avaient fait un retour en nous expliquant que on avait énormément de publications, mais qu'il n'y avait pas toujours le temps pour les opérationnels de lire en détail ces publications et qui souhaitaient avoir une entrée justement plus opérationnelle, donc via des projets. Donc on a lancé cette plateforme en 2022, à l'origine avec 150 retours d'expérience. Et à l'heure d'aujourd'hui, la plateforme, elle a beaucoup évolué. On a plus de 535 projets à l'heure actuelle. Donc, c'est des projets essentiellement de maîtrise d'ouvrage et maintenant aussi de politique urbaine et sociale. Donc, lié à tout ce qui est enjeu de politique de la ville, DSU, ressources humaines également et innovation en général. Cette plateforme, vous y avez accès sur le site internet. Vous avez le QR code. Si vous êtes membre d'un organisme HLM, vous devriez avoir des accès et au besoin, vous aurez nos contacts pour y accéder. Donc cette plateforme, on a essentiellement, comme je le disais, des projets de maîtrise d'ouvrage, donc des projets de réhabilitation, de construction, mais aussi des projets liés à l'exploitation, à la maintenance du patrimoine. Et sur ces projets, une fiche projet se décompose de cette manière. On a des informations liées à l'identité du projet, sa localisation, savoir qui est le contact, ce qui est très important, les données financières, l'appréciation du projet et enfin vraiment la partie REX. Donc qu'ont été les points de fort, les spécificités du projet ou les difficultés. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a plus ou moins tout le territoire national qui est représenté. On a 12 régions, on a des territoires ultramarins et 74 départements qui sont représentés. Là, c'est juste, je vous laisse regarder plutôt le site et vous avez différents critères de recherche ensuite. Donc, vous pouvez rechercher par organisme, par région, par département. L'idée des étoiles HLM, c'était quoi? C'était justement de valoriser. Finalement, assez ironiquement, on se retrouve avec beaucoup de fiches projets maintenant et l'idée, c'était de vous donner une porte d'entrée aussi vers les projets qu'on jugeait les plus pertinents et les plus d'actualité avec les responsables de la direction des maîtrises d'ouvrage. On a fait une sélection basée sur différents critères et à partir de là, on a désigné pour cette année 22 projets donc, qui sont étoilés. Donc là, c'est la dernière séquence et là, on va voir les derniers projets. Et je ne vais pas prendre plus de temps. Là, vous avez mon contact et mes coordonnées et les coordonnées de ma collègue côté politique urbaine et sociale si vous avez des projets à référencer. Vous aurez de nouveau le QR code, je laisse le temps de faire les dernières photos et je vais donner tout de suite le relais à Ludovic Rimaud de l'OPAC de l'Oise qui est directeur de la maîtrise d'ouvrage. Bonjour à tous. Donc, un tout petit mot pour présenter l'OPAC de l'Oise, 32 000 logements, office important sur le département de l'Oise. Et la spécificité de l'OPAC, c'est une maîtrise d'ouvrage forte. Je le dis comme ça, parce que c'est une maîtrise d'ouvrage où on veut absolument garder le bénéfice de l'expérience que nous avons dans le montage opération. Et ça veut dire aussi que même si la période est peut-être propice, nous limitons l'achat en VFA et nous préférons développer en part propre nos projets de construction. Pourquoi cette introduction? Parce que justement, sur la thématique que je vous présente aujourd'hui, la culture de l'Office nous a permis et nous permettra d'anticiper sur ces thématiques qui peuvent générer beaucoup de difficultés en temps, en coût. Et cette expérience, surtout sur un territoire qui est connu comme étant un terrain propice à l'archéologie, nous a permis, sur un programme d'une opération de 32 logements, donc on est à la Croix-Saint-Ouen, près de Compiègne, on a la rue de la Prieuré, peut-être un indice qui laisse croire qu'il y aura peut-être des choses, une église pas très loin, c'est un peu lié. Donc en fait, ce qui se passe habituellement avec nos équipes, c'est que tout de suite, à l'approche de la négociation foncière, on interroge la préfecture de région et on fait une saisine. On leur demande si, au regard de l'histoire du site, il n'y a pas des suspicions de fouilles qui pourraient nous être opposables si on dépose un permis. Donc cette saisine, en fait, est très importante parce qu'elle arrive très tôt, vous l'avez compris, et elle nous permet, quoi qu'il en soit,
d'anticiper et de préparer pendant toute la période de construction, de diagnostic et de montage d'opération l'arrivée des prescriptions de fouilles. Et sur ce sujet-là, la chance ou la malchance, comme on veut, d'avoir connu des fouilles, puisque c'était un site où on a découvert pas mal de choses qui ont eu un intérêt très important pour l'archéologie et qui amènera certainement à faire des visites et la possibilité de faire valoriser les recherches, les fouilles qu'ils ont trouvées. Pardon. Donc sur cette approche au niveau de la temporalité, vous voyez qu'on intègre naturellement toute la démarche archéologique préventive dans l'opération. Et comme sur ce sujet-là, nous avons connu une fouille, ça nous a pris franchement 6 mois de plus sur une opération classique. Une opération qui commence en 2020 pour se finir en livraison en 2026. Les 6 mois sont largement absorbables et ça ne révolutionne pas une opération. Donc c'est un petit peu ça que je voulais vous dire. N'hésitons pas, surtout, à anticiper. Ce n'est pas quelque chose qui doit poser problème. On est financé à hauteur de 75%, c'est toujours un coût, on est d'accord. Mais il n'empêche que ça ne doit pas nous freiner à continuer à avancer. Et toute l'expérience qu'on a pu avoir par rapport à ça doit nous servir. Et en tout cas, sur ce sujet-là, nous a bien servi. Voilà. Bah, du coup, je ne sais pas s'il y a des interrogations précises autour de ces enjeux d'archéologie préventive. Si c'est le cas, on a un micro disponible. N'hésitez pas à lever la main. Et... Parfait. J'ai dû être clair. C'est ça. C'est le défaut d'être trop clair, c'est qu'on n'a pas besoin de trop creuser ensuite, sans faire de mauvais jeux de mots. Bah, merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup à vous. Donc, je vais poursuivre sur un autre projet. Donc, après ce projet d'archéologie préventive, en fait, on a décidé de faire d'aller aussi voir les choses en profondeur. On est allé du côté de Beaurepaire et on est allé faire directement un reportage. Donc je vais demander à la régie de bien vouloir le diffuser. Donc c'est une opération qui s'appelle la Symbiose à Alpizère. Donc c'est une opération d'Alpizère Habitat à Beaurepaire. Aujourd'hui, nous allons voir une opération étoile HLM du bailleur Alpizère Habitat, intitulée La Symbiose à Beaurepaire, une opération décarbonée RE 2020 seuil 2028. C'est une opération qui est située dans le département de l'Isère, au nord-ouest de Grenoble, et c'est un projet de démolition-reconstruction de 25 logements en béton de bois. Alors, le projet de la Symbiose à Beaurepaire représente pour Alpizère Habitat la concrétisation de nos axes stratégiques, à savoir la décarbonation dans la construction, un projet phare pour la commune de Beaurepaire et de l'innovation. La principale spécificité, c'est qu'on a anticipé la réglementation environnementale RE 2020 et on est sur les seuils réglementaires qui seront applicables en 2028. Une autre spécificité, c'est qu'on a choisi un matériau qui permet d'atteindre ces objectifs, donc le béton de bois bas carbone, qui est constitué en volume d'environ 80% de bois et 20% de béton. Et la dernière spécificité de ce projet, c'est d'avoir juxtaposé de la technique à de la biodiversité et donc aller vers la mise en place de ruches, la mise en place de matériaux drainants, la mise en place de noues d'infiltration également, et puis le respect de la végétation qui est en place sur ce site. Avec la LPO, Alpizère Habitat a contractualisé un partenariat pour nous accompagner sur nos opérations de construction. C'est un projet de 25 logements sociaux qui a été voulu en habitat intermédiaire, c'est-à-dire que tous les logements ont un accès direct par l'extérieur. Et on est sur 3 bâtiments de 7 à 8 logements chacun, qui sont donc desservis par des escaliers extérieurs et des coursives.
On a cherché à avoir un bâtiment qui s'intègre le mieux possible dans son environnement, qui est une échelle rurale, on va dire, avec des toitures en pente, mais également quelques toitures végétalisées qui permettent de briser un petit peu l'échelle du projet et d'avoir vraiment une échelle domestique pour les logements. Le principe bioclimatique de la conception du projet, c'est d'avoir la totalité des logements qui sont traversants. Certains bénéficient même de triple exposition. On a beaucoup de lumière naturelle à l'intérieur des logements et on a des vues multiples sur le paysage. C'est quelque chose qui est rapide à mettre en œuvre. On met environ 2 jours pour faire un étage de bâtiment. La seule chose qu'il faut bien anticiper, c'est de bien travailler en amont, bien échanger avec la maîtrise d'œuvre sur toutes les contraintes techniques. Notre entreprise est située à 12 km du chantier. Ça, c'était un critère important pour la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, d'avoir des acteurs locaux pour ce projet. On est vraiment sur des techniques innovantes à tous les aspects. Le logement intermédiaire coûte un peu plus cher que le logement collectif qui est plus compact et qui bénéficie d'un effet d'échelle. Là, la difficulté, ça a été vraiment de résoudre l'équation économique et de mobiliser les moyens sur les bons sujets et ne pas s'éparpiller. D'abord, c'est de l'anticipation et puis une volonté politique du maître d'ouvrage, d'une part. D'autre part, l'implication des équipes de maîtrise d'œuvre et la préparation très en amont pour avoir un minimum de surprises. Ce sont pour moi les points essentiels pour conduire un projet de cette envergure. Finalement, il n'y a pas vraiment de fin parce que c'est un commencement d'aller vers une construction qui, j'espère, sera ce qu'on fera dans le futur. Construire décarboné, c'est pour nous quelque chose d'indispensable. Essayons de s'appuyer sur cet exemple pour le reproduire et impliquer les habitants, les services d'Alp'Isère Habitat et nos partenaires institutionnels. Donc, encore merci aux équipes d'Alp'Isère Habitat pour nous avoir accueillis sur ce futur projet, ce projet en devenir. Je vais poursuivre sur un autre projet. Là, on est sur le thème encore de, cette fois-ci, pas de l'archéologie, mais de l'architecture et de la valorisation. On est sur un projet d'OFEA, sur un patrimoine datant de 1960. La livraison du projet, elle a eu lieu en 2020. Elle fait partie d'un projet de rénovation globale. Et on est sur 214 logements sociaux répartis sur 2 bâtiments. Donc, sur cette opération, on est sur une rénovation, avec une réhabilitation, avec des enjeux autour de la rénovation thermique et un enjeu autour de l'isolation des murs. Et en fait, sur ce projet, vraiment le point essentiel, c'est qu'il y a eu un fort partenariat dès le début, un fort travail avec l'ABF qui a permis de réaliser quand même une ITE, mais en respectant le dessin architectural du bâtiment. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait le choix, le bailleur a travaillé dès la conception du projet avec l'ABF, ce qui leur a permis de pouvoir redéfinir un projet pour préserver un peu les lignes directrices des façades et les modénatures et tout ce qui est colorimétrie au niveau du bâtiment. Sachant que sur ce projet, en fait, il faut savoir que ce bâtiment, il avait quand même une valeur au-delà de ça, c'est qu'à son époque, il était assez moderne en termes d'isolation, mais bon, pas pour la nôtre, on va dire. Donc ensuite, sur ce projet, on a différents points forts. C'est qu'on a aussi le bailleur qui a fait le choix de suivre le cahier des charges du programme Climaction BBC et pour la rénovation. Donc c'est un projet, c'est BBC au niveau de la région Grand Est. Et donc ce projet a permis de fortes économies d'énergie. On a environ 53% d'économies d'énergie. On est passé sur une étiquette B. Voilà. Donc c'est un projet qui a vraiment un gain, un gros bénéfice pour les usagers. C'est vraiment un bénéfice en termes de confort thermique évidemment, d'économie également, et qui a été financé en partie avec le FEDER et via l'Eurométropole. Donc, et c'est un projet qui finalement est assez reproductible et qui est assez typique assez classique d'une certaine manière chez OFEA, qui ont l'habitude de travailler vraiment en lien avec les architectes des bâtiments de France.
voilà. Et je vais poursuivre. On s'est dit qu'on allait continuer une deuxième fois. Donc on a continué à faire des reportages et on a décidé d'aller du côté de Nantes cette fois-ci pour aller voir les Champs Libres, donc, qui est une opération mixte participative. Et je vais demander à la régie de bien vouloir diffuser la vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une opération étoile HLM du Lab Habitat, du bailleur Atlantique Habitation et de la coopérative Ma Fabrique du logement abordable. Cette opération est intitulée Les Champs Libres, une opération mixte participative en cœur d'îlot. C'est un projet qui est situé dans la ville de Nantes. On est dans la région Pays de la Loire, dans le département Loire-Atlantique. Avec ce projet, on est sur une construction de 19 logements et la rénovation d'une maison qui a été vendue en accession à la propriété. C'est un projet d'habitat participatif qui met aussi l'accent sur le bien vivre ensemble. On le voit notamment avec la mixité des statuts qu'il peut y avoir sur place. On a du locatif et de l'accession. On a également une mixité qu'on retrouve en termes d'âge. On a une mixité intergénérationnelle et une mixité des compositions familiales. Avec ce projet, le bailleur fait aussi le choix de mettre en avant le respect de l'environnement urbain, local, et notamment de la biodiversité. Et pour cela, il passe par des matériaux biosourcés locaux. Donc nous allons découvrir plus en détail les différentes facettes des Champs Libres. Ce terrain était un terrain initialement propriété de la ville et nous avons donc ici imaginé un projet d'habitat participatif avec l'ambition d'une intégration urbaine dans un tissu de faubourg et de répondre au mieux aux souhaits et aux attentes des habitants actuels et futurs de ce site. Ce projet, il est porté par 2 maîtres d'ouvrage, Atlantique Habitation, le bailleur social, et puis Ma Fabrique du logement abordable, MFLA, qui est une filiale d'Atlantique Habitation. Et ce projet, il a été possible que par l'engagement de tous les partenaires de cette opération. Tout d'abord, l'architecte, l'agence TICA, qui est une agence nantaise. Et ce type de projet qui intègre une démarche participative serait difficile pour nous à mener sans un assistant à maîtrise d'usage tel que Wigwam, qui a été le cas pour cette opération, pour justement porter cette intelligence collective. Le projet, tout d'abord, il a été conçu en étroite concertation, à la fois avec les personnes qui étaient présentes, donc les voisins, avec l'école publique qui se trouve à proximité, et puis évidemment les futurs habitants de cette résidence. On a mis en place 7 ateliers, 3 réunions publiques pour concevoir ce projet. Ça a été conçu principalement en préservant le paysage et le patrimoine végétal existant, et on est assez fiers de pouvoir avoir conservé l'ensemble des grands arbres qui étaient présents sur le site, et les constructions se sont faites, on va dire, autour de ces éléments paysagers. Sur cette opération, nous avons fait le choix dès le début de l'utilisation de la paille pour l'isolation des bâtiments, ce qui est a priori une première, en tout cas sur Nantes, pour du logement social. Cet isolant est mixé aussi avec une ossature en bois, qui reste un matériau aussi biosourcé. Le défi, il est plutôt de trouver les solutions techniques et les mises en œuvre de ce type de construction, mais on a pu compter sur des entreprises qui avaient la volonté de travailler sur cette filière nouvelle qui est le bois et la paille. Les habitants sont extrêmement impliqués à la fois dans la gestion des espaces extérieurs, ils assurent eux-mêmes l'entretien des espaces verts, ils assurent aussi l'animation de la salle collective et l'ensemble des projets de cette résidence. Donc il y a une implication très forte des habitants dans ce projet. On a des réunions tous les mois. C'est toujours 3 habitants qui préparent la réunion pour le mois d'après. Et sinon, on fonctionne par cercle. Donc, il y a un cercle qui s'occupe du bricolage, un cercle qui s'occupe de la salle commune, un cercle qui s'occupe de la buanderie. Enfin, voilà, l'idée, c'est qu'on a inventé des modes d'organisation de comment on vit ensemble et comment on s'organise ensemble. Autre démarche qui a été aussi portée par les habitants, c'est l'installation de panneaux photovoltaïques sur les stationnements, ce qui permet aujourd'hui de produire de l'énergie grâce à un tiers investisseur, et dans 15 ans, ces panneaux reviendront en pleine propriété des habitants.
C'est un prototype qui nous sert aujourd'hui pour développer de nouveaux projets avec les mêmes technicités. Sur le côté participatif et l'implication des habitants, on avait eu l'occasion de faire une première opération Zélige à Nantes. On l'a renouvelé sur cette opération Les Champs Libres et on a acquis une méthodologie qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous engager pour accompagner un groupe d'habitants tous les ans, en accession comme en locatif. Construire autrement, de manière plus responsable, plus durable, en impliquant pleinement les habitants dans ces projets. C'est possible avec le logement social et dans le cadre de la mixité sociale de nos quartiers. Et encore une fois, merci à Atlantique Habitation et aux équipes de la coopérative Ma Fabrique du logement. Ensuite, on va poursuivre avec 2 autres projets. Donc, il y a un autre projet qui est un projet à venir en 2026, donc de construction passive sans radiateur. On est en milieu rural. C'est un projet de l'OPH Luneville à Baccarat et c'est un projet qui va sortir terre d'ici fin 2026. Donc sur ce projet, c'est un projet de construction passive avec un gros enjeu bioclimatique. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment des charges faibles et un projet en adéquation et en lien avec les changements climatiques à venir. Donc les points forts du projet sont d'abord qu'on a un projet vraiment qui met l'accent sur l'isolation avec des apports du solaire. On a aussi, on n'a pas de radiateur sur ce projet, avec une VMC double qui va apporter des calories via la récupération de chaleur, l'hiver comme l'été. Le projet, normalement le projet devrait être labellisé passif et devrait permettre une très faible consommation énergétique. Bon, je ne vais pas revenir sur toutes les spécificités du projet. Hop, je reviens en arrière. Mais le projet, toujours sur cette conception bioclimatique, on a vraiment un choix autour aussi de la gestion des problématiques qui pourraient être liées avec l'utilisation notamment de brises solaires. Et on a un choix aussi de la construction avec une structure avec du biosourcé. On a une structure en structure bois avec une isolation en paille hachée. Parce que d'habitude, on est plutôt sur des systèmes qui vont utiliser la paille, des bottes de paille. Et là, on est sur du bois haché, donc c'est assez novateur. Donc on est aussi sur un triple vitrage. Et sur ce projet, en fait, il a permis aux équipes de l'organisme de vraiment monter en compétences et de travailler vraiment dans un projet qui s'inscrivait dans la stratégie nationale bas carbone de l'organisme, qui est déjà en train de travailler, de réaliser son bilan bas carbone depuis 2023. Donc c'est un projet qui est reproductible et c'est un projet sur lequel les retours sont déjà positifs. Ensuite, je vais présenter un avant-dernier projet qui est de 3F Notre Logis. C'est encore un projet d'habitat participatif, cette fois-ci à Lille, avec 14 logements. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre d'un appel à projet de la métropole. Pour lequel en fait le collectif d'habitants s'est appuyé sur l'expertise de 3F Notre Logis qui avait déjà expérimenté de la co-conception. Donc sur ce projet, on est sur une résidence avec vraiment un choix de mixité résidentielle. On a à la fois des propriétaires et des locataires. Et on avait vraiment un choix de développer un nouveau mode d'habiter, donc avec de l'habitat solidaire et de l'habitat plus commun. On a aussi nombreux espaces partagés sur ce projet, avec notamment un jardin partagé, une salle commune, une buanderie et une chambre aussi d'accueil collective, donc pour les invités des habitants. On a aussi un choix d'utiliser une cuve de récupération pour récupérer les eaux de pluie. Et cette cuve va alimenter à la fois la buanderie et les toilettes de la salle commune. Donc il faut savoir que sur le choix du jardin partagé qui est sorti après, en fait, les aménagements du jardin ont été réalisés après la création de la résidence. C'est vraiment les locataires qui ont fait le choix, enfin les habitants qui ont fait le choix de choisir les différentes plantes, de faire un poulailler, entre autres. Et c'est eux qui sont vraiment des acteurs de la gestion sur ce projet.
Donc enfin, sur l'aspect financier, le projet il a bénéficié, comme il fait partie d'un appel à projet, d'un soutien de la métropole européenne de Lille. Et sur ce projet, l'intérêt pour les locataires, les habitants, c'est d'être vraiment participants et partie prenante du projet. Et ils ont pu s'appuyer sur l'expertise du bailleur. Il y a eu aussi un travail qui a été fait au niveau des équipes du bailleur pour faire comprendre que sur ce projet, on avait déjà des habitants identifiés, qu'on ne passerait pas forcément par un système classique de commission d'attribution logement, et la coopérative a un choix, un impact dans la présélection des dossiers qui sont ensuite validés administrativement par le bailleur. Donc c'est un projet qui est assez reproductible parce que ce n'était pas le premier projet du bailleur et ce n'est pas le dernier. On a une autre opération qui a été prévue ensuite qui se nomme les cailloux verts. Donc le vrai enjeu sur ce projet pour le bailleur, c'était de faire preuve de pédagogie par rapport à une explication de comment se monte un projet avec les différents habitants. Enfin, pour le dernier projet, on s'est dit jamais 2 sans 3 et on s'est dit allez, on continue, et on est parti à Amiens pour voir le projet Révolution, qui est un projet d'autoconsommation collective généralisée. Et je vais demander à la régie de diffuser la dernière vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une opération étoile HLM du Lab Habitat du bailleur Amsom Habitat. Ce projet est intitulé Révolution, un processus d'autoconsommation collective généralisée de la résidence Macorlan. On est sur la commune d'Amiens, on est dans le département de la Somme et on est en région Hauts-de-France. Ce projet incarne la stratégie d'amélioration thermique des bâtiments du bailleur et en respect en fait avec des objectifs globaux de réduction de l'empreinte carbone. Donc on va voir plus en détail cette stratégie et surtout sa déclinaison sur la résidence Macorlan. Alors nous avons choisi la résidence Macorlan en priorité parce que nous avions déjà des utilisateurs de véhicules électriques et donc des demandes de recharge avec des gens qui tiraient des rallonges depuis les étages de l'immeuble. Donc on a fait le choix de venir installer les bornes initialement sur cette résidence et de coupler ça au fort potentiel de la résidence en termes de surface disponible de toiture terrasse pour pouvoir venir installer des panneaux photovoltaïques en conséquence pour alimenter ces bornes. On a nos locataires qui commencent à s'équiper de plus en plus de véhicules électriques. On a également nos collaborateurs qui quasi quotidiennement viennent se recharger dans le cadre de leurs déplacements. Mais on a aussi les visiteurs des locataires, des propriétaires des maisons voisines, mais également les entreprises de maintenance qui, eux aussi, commencent à s'équiper de plus en plus de véhicules électriques. L'énergie qui est produite directement sur les toitures terrasses redescend par les colonnes électriques et est redistribuée par le réseau public d'électricité géré par Enedis à différents points de livraison qui ne sont pas forcément sur le site même. On appelle ça l'autoconsommation collective et donc on a plusieurs points de livraison qui peuvent être les bâtiments voisins et jusqu'à des distances de 2 km pour les points les plus lointains. Ça nous permet d'avoir vraiment une réelle maîtrise du coût final pour l'utilisateur. Alors oui, il y a énormément d'aspects techniques à prendre en compte dès la phase de conception des projets photovoltaïques, notamment la question de l'étanchéité qui se pose à chaque fois. Nous, on a choisi une solution sur support lesté qui permet d'éviter tout percement et donc de préserver la toiture. On a également des questions d'orientation, d'ombrage à prendre en compte. Et sur l'aspect un peu plus électrique, faut regarder le dimensionnement de nos colonnes, voir combien d'onduleurs on peut mettre pour répartir l'énergie et éviter qu'on ait une surcharge d'électricité dans nos colonnes. C'est vraiment l'éco-conception, notamment de la fabrication des panneaux. Donc des panneaux qui ont été fabriqués en majorité en France et en Europe, avec des matériaux qui sont recyclables en fin de vie, ce qui était vraiment important. Et ensuite, ils ont été installés par des entreprises locales et qui étaient aussi disponibles pour assurer le service après-vente, puisqu'on est sur du matériel nouveau qui peut être amené éventuellement à être réglé plus régulièrement que du matériel qu'on a l'habitude de connaître. Il
faut d'abord s'assurer d'avoir des surfaces suffisantes en toiture-terrasse, disponibles, parce qu'il faut peu d'équipement aussi pour pouvoir installer un maximum de panneaux. Et il faut avoir aussi de la consommation électrique dans le quartier. Donc voilà, il faut vraiment faire attention que la toiture soit propice à l'installation, produise un maximum d'énergie qui sera elle-même consommée en instantané par les différents points de livraison électrique. Alors nous avons effectivement mis en place la stratégie dite Révolution qui se décline en 4 axes. Le premier, c'est d'être exemplaire, c'est-à-dire que tout ce qu'on a appliqué au patrimoine, on s'est d'abord appliqué à nous-mêmes. Ensuite, le deuxième axe, ça a été aussi d'assurer la biodiversité à travers la fauche tardive, à travers le respect des espaces verts. On a une grosse stratégie de plantation aussi d'arbres pour éviter justement d'imperméabiliser les sols. Le troisième axe, c'est de supprimer autant que faire se peut les énergies fossiles. Le quatrième axe, c'est d'anticiper les différents seuils de la réglementation environnementale 2020. Ne pas subir, mais toujours être dans l'anticipation, ce qu'on fait régulièrement sur notre patrimoine et dans toutes les décisions qui sont prises chez AmSom Habitat. Macorlan a produit en 2024 26 MWh d'électricité, ce qui est énorme. C'est un chantier un peu compliqué qui a duré, mais qui nous a permis de gagner énormément de temps et de pouvoir faciliter les chantiers suivants. Alors, l'innovation est vraiment au cœur de l'ADN d'AmSom Habitat et nous continuerons donc à innover sur les différents axes de la stratégie Révolution, notamment dans les recherches de solutions énergétiques, puisqu'on a beaucoup de nouvelles technologies qui émergent et qui vont permettre des expérimentations sur les différents sites du patrimoine, dans la réhabilitation comme dans le neuf. Et encore une fois, merci aux équipes d'AmSom de nous avoir accueillis. Je vous remercie pour votre attention, sachant que vous avez toujours accès au Lab Habitat pour voir ces différents projets plus en détail. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer vos propres projets. Et je vous redonne rendez-vous, enfin pas moi directement, mais Christelle Gueffet-Pertin, donc de la direction de la maîtrise d'ouvrage, je vous donne rendez-vous à 14h pour une séquence sur la qualité de la relation bailleur copropriétaire HLM et syndic en copropriété. Voilà, merci.